Bonjour à tous, je m'appelle Andrea Pastissier, je suis un des médecins qui prend en charge les patients drépanocytaires adultes sur le CHU de Toulouse, donc c'est dans le service de l'Oncopole, de médecine interne, dont le chef de service est le docteur Kouboul, que vous connaissez bien. Moi, je vais faire une première partie sur la transmission et le dépistage, parce que c'est important de parler du dépistage en effet, mais pour comprendre le dépistage, il faut comprendre la transmission de la drépanocytose. Donc, courte définition pour les gens qui ne connaissent pas la maladie, même si je pense que la grande majorité des personnes présentes la connaissent. La drépanocytose, c'est un déficit qualitatif de l'hémoglobine qui est d'origine génétique et ce qui en fait induit une formation d'hémoglobine anormale, c'est-à-dire qu'un patient qui n'est pas porteur et pas malade, enfin une personne qui n'est ni porteuse ni malade, va avoir principalement de l'hémoglobine A dans la constitution de ses globules rouges. Mais dans la drépanocytose, en fait, on va avoir une prédominance d'hémoglobines anormales qui sont les hémoglobines C et S. Et pour parler de drépanocytose, il faut absolument que le patient soit porteur d'anomalies de type S, plus une autre anomalie, soit aussi de la S, soit de la C, soit une thalassémie. Et donc ça donne des formes qu'on appelle SS, SC, S-bêta-thalassémie. Le trait drépanocytaire, donc c'est les patients qui sont AS, ce sont des porteurs sains. On verra un petit peu les exceptions à la règle à la fin du topo. Et ce ne sont pas des gens malades. Donc, il est important pour les personnels de santé de ne pas noter dans les dossiers des gens qui sont AS drépanocytose. Drépanocytose, ça veut dire maladie. On peut noter trait drépanocytaire ou porteur d'une mutation AS. Parce que ça catégorise les gens et parfois ça va méconnaître des diagnostics autres. La symptomatologie, elle est en lien avec le type de drépanocytose pour que tout le monde soit d'accord. La forme SS, c'est la forme la plus grave et la plus fréquente dans le cadre des drépanocytoses qui est découverte en France. Le risque vital est plus important dans la drépanocytose SS avec des mises en danger du patient sur des compensations aiguës, mais aussi fait à des complications chroniques. Concernant la transmission, alors je vous ai mis un peu de génétique, ça va être très court, hein, mais pour pouvoir bien expliquer à tout le monde. Vous avez une magnifique cellule ici, et quand on regarde dans la cellule, il y a un noyau. Le noyau, il est porteur de l'ADN grâce à 23 paires de chromosomes. Et nous, ce qui nous intéresse dans la drépanocytose, c'est la paire de chromosomes numéro 11. Il faut savoir que notre paire de chromosomes, elle est composée d'un chromosome donné par le papa et d'un chromosome donné par la maman. Dans ces chromosomes, on a de l'ADN. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le gène HBB. En fait, il est ici, localisé sur le chromosome 11, donc celui du papa, celui de la maman, et il permet de coder la structure de la chaîne bêta-globine de l'hémoglobine qui compose nos globules rouges. Et donc, c'est ce gène qui va être muté dans la drépanocytose. Si on regarde un petit peu l'ADN plus précisément, quand le gène HBB est muté, l'ADN, il faut le voir un peu comme un code barre. Ce code barre, il va nous dire dans notre machine magnifique qui est l'ADN, ah bah tiens, il faut avec ce code barre-là que je forme du glutamate pour pouvoir faire une hémoglobine A qui est normale, pour pouvoir former des globules rouges normaux et fonctionnels. Le problème dans la drépanocytose, c'est qu'en fait, du fait de la mutation, ces acides aminés qui composent ce code barre vont se modifier. Et donc, quand le code barre dit bah, finalement on va mettre une valine dans la chaîne, ça va former l'hémoglobine S. Et quand il dit bah, là on va faire un autre changement et ça va former de la lysine, ça va être l'hémoglobine C. Donc, pour continuer sur la génétique, quand il n'y a pas de mutation, là le gène n'est pas muté, le gène n'est pas muté, le patient est AA. Il n'est ni porteur ni malade. Si un seul des chromosomes porte la mutation, S ici, on aura un chromosome S, un chromosome A. C'est la mutation hétérozygote, c'est le porteur sain AS. Si on a deux mutations sur les deux chromosomes de la paire 11, c'est la mutation homozygote SS. Schéma applicable aussi à la forme SC. Donc là, patient non porteur, non malade, une mutation avec la lysine dont on a parlé juste avant en violet, et bien là, ça va être une mutation hétérozygote, on va être porteur sain AC. Et si on a une mutation S et une mutation C, eh ben on sera drépanocytaire SC. Donc, dans les schémas de transmission, je vais essayer de vous expliquer simplement, mais les schémas ne sont pas évidents pour une fois que vous aurez compris, ça ira très vite. Les combinaisons, vous comprenez bien, deux chromosomes du papa, deux chromosomes de la maman.
Donc, les combinaisons, c'est soit le papa donne son premier chromosome, la maman son premier, flèche rouge, soit le papa donne son premier et la maman le deuxième, flèche bleue. Pareil pour le deuxième chromosome du papa avec le premier chromosome de la maman et le deuxième chromosome de la maman. Donc, si par exemple, ici, on a un parent qui est AA, vous avez vu, pas de petit éclair, pas de mutation, et un parent qui est AS, le parent AA peut donner son A ou son A, et le parent AS, soit son A, soit son S. Donc, ce qui fait qu'en termes de probabilité, vous aurez une probabilité de 50% d'avoir un enfant AA, non porteur, non malade, et 50% de probabilité d'avoir un enfant qui est porteur sain AS. Si les deux parents sont porteurs sains, et c'est là que le dépistage préconceptionnel est intéressant. Vous voyez que si on fait la combinaison, ça veut dire qu'on a 25% de probabilité d'avoir un enfant non porteur, non malade. 25% plus 25%, ça fait 50% de probabilité d'avoir un enfant qui est porteur sain. Et une probabilité de 25% d'avoir un enfant qui est malade avec la forme SS. Je pense que vous avez compris, les combinaisons sont multiples en cas de mutation. Donc là, je vous ai donné l'exemple de AS et AC. Donc c'est dans ces situations qu'on peut avoir un enfant qui est porteur de SC. Pour ce qui est de la S-bêta-thalassémie, je voulais en parler parce que c'est une forme assez particulière de la drépanocytose. En fait, ce gène HBB dont on a parlé au début, il peut être muté dans une autre maladie qu'on appelle la bêta-thalassémie. Et en fait, c'est pas un déficit qualitatif cette fois de l'hémoglobine, c'est un déficit quantitatif. Donc, si un parent est porteur sain de la drépanocytose S et que l'autre parent est porteur sain de la bêta-thalassémie, on peut avoir des combinaisons. On a une forme S-bêta, 25% de probabilité. Et les mutations dans la bêta-thalassémie sont multiples. Dans certains cas, quand on n'a pas de chance, les mutations font qu'on n'exprime pas du tout de chaîne bêta-globine. Et du coup, les S-bêta 0, c'est comme ça qu'on les appelle, se comportent exactement comme des SS. Donc, c'est pas parce que dans la famille de votre conjoint, il n'y a pas du tout de forme de drépanocytose, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir des thalassémies et donc des porteurs sains de drépanocytose. Donc, le dépistage préconceptionnel est très intéressant pour certaines populations ou quand vous avez des cas familiaux de drépanocytose, mais on va en reparler. Dans le cas des parents malades, c'est un peu plus particulier. Si par exemple vous avez un parent AA non porteur et non malade et un parent malade, bah, tous les enfants seront porteurs sains. Donc ça, c'est la forme SC. Je vais passer rapidement dessus pour gagner du temps pour pouvoir donner les éléments principaux. Si vous avez un parent malade et un parent porteur, sain, bah là, vous avez une probabilité de 50% d'avoir un enfant malade et 50% que l'enfant soit porteur sain. On parle de probabilité, mais concrètement, pour vous, ce sera soit il est malade, soit il est porteur, soit il est non porteur et non malade. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir en discuter avec un médecin au sein d'une consultation spécialisée. La forme particulière dont je voulais vous parler, parce qu'il y a parfois aussi des mélanges par rapport aux termes, c'est quand un parent est SC et que son conjoint est, je vais y arriver, voilà, quand les deux parents sont SC. Il peut y avoir une forme particulière dans les recombinaisons qui est la forme CC. Ce n'est pas une drépanocytose. Pour parler de drépanocytose, il faut de l'hémoglobine S. C'est une hémoglobine C spécifique avec ses propres complications qui sont bien moindres que la drépanocytose SS, mais qui sont tout à fait adaptées pour une consultation. Concernant le dépistage, donc, ce qui est important, c'est de connaître le risque. C'est l'intérêt du dépistage préconceptionnel qu'on appelle aussi conseil génétique. C'est une consultation ou un avis auprès d'un médecin qui est spécialiste de la drépanocytose ou d'un généticien. Les indications, c'est quoi? Il y a des antécédents familiaux dans la famille de drépanocytose, ou vous avez déjà eu un enfant qui est malade sans savoir que vous étiez porteur sain, et vous avez encore un projet de parentalité. Donc à ce moment-là, c'est intéressant de dépister les parents. On est à peu près sûr que si votre enfant a une forme SS et que les parents ne sont pas malades, vous êtes porteurs sains tous les deux. Parce que, en effet, ça c'est une grosse annonce, mais c'est important de le dire. Euh, il faut forcément que les parents soient porteurs de la drépanocytose S. Ça veut dire que les deux parents sont concernés par la transmission génétique. D'accord? C'est pas que la mère comme on peut entendre parfois.
Les autres indications, c'est le dépistage du conjoint si, si vous êtes porteur sain ou si vous êtes un patient drépanocytaire. Et bien sûr, en tant qu'afro-descendant, vous avez le droit de vous poser la question du dépistage préconceptionnel, même si dans votre famille, il n'y a pas de notion de drépanocytose au premier ou au second degré. Les modalités, c'est quoi? C'est pas très invasif, c'est une prise de sang avec une NFS et une électrophorèse de l'hémoglobine pour déterminer votre profil. L'intérêt principal, c'est d'évaluer le risque de forme SS de la maladie pour vos enfants ou de forme S-bêta 0. Donc, il faut évaluer le risque de transmission du couple si un patient si un des parents est porteur de la maladie ou malade. Et puis, ça permet aussi de rassurer les futurs ou les parents si le statut est inconnu et que vous n'avez jamais eu d'enfant ou des enfants non malades et que dans la famille, il y a des cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent en consultation si on reçoit les électrophorèses de l'hémoglobine des deux parents ou futurs parents. Et donc là, si je vous ai bien expliqué et que j'ai bien communiqué là-dessus, vous voyez que le premier parent, il a une hémoglobine A à 55%, donc en majorité, et une hémoglobine S. Donc c'est une personne qui est porteuse saine et qui a un phénotype AS. Ici, vous voyez que le second parent a une majorité d'hémoglobine A, plus de 80%. Il est donc AA, il n'y a pas d'hémoglobine S. Donc on se trouve dans la situation du début où j'ai un parent AA, un parent AS, donc la probabilité d'avoir un enfant porteur sain est de 50%, aucune probabilité que l'enfant soit malade. Ensuite, quand on avance quand l'enfant est déjà fait et que la patiente ou la consultante est enceinte, on peut identifier la maladie avant que l'enfant naisse, ce qu'on appelle le dépistage anténatal. Donc, l'indication, c'est s'il y a un risque de drépanocytose SS lors d'une grossesse. La SC n'est pas confirmée, étant donné que c'est une forme moins grave de la maladie. Le but, c'est vraiment d'identifier les gens qui risquent d'avoir des enfants SS. Donc, typiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux parents porteurs sains, AS. Donc, la modalité, c'est une biopsie de trophoblaste. La maman, là, vous voyez, c'est une maman enceinte. Vous avez son ventre et son dos. Et en fait, sous contrôle échographique, on va prendre une longue seringue et on va venir prélever un petit peu de placenta et faire l'analyse des cellules du fœtus qu'on aura récoltées. Ça se fait sur Toulouse, dans le service d'obstétrique, et particulièrement dans l'unité d'échographie et diagnostic prénatal, donc c'est à Purpan. Ça se fait dès la 12e semaine d'aménorrhée, grosso modo 3 mois de grossesse, et ça se fait après l'échographie du premier trimestre. Il y a un risque quand même qui existe, c'est celui de la fausse couche, mais il est inférieur à 1%. Avec des équipes qui sont très très entraînées, on diminue encore ce risque, hein. Ça, c'est des données nationales qui datent d'il y a un petit moment. Et les résultats sont délivrés lors d'une consultation spécialisée en génétique. C'est des consultations qui ne sont pas évidentes, parce que quand on doit annoncer le risque le fait que le fœtus soit drépanocytaire SS, en fonction de son propre vécu, quand on est parent porteur sain, c'est-à-dire si on a eu quelqu'un dans la famille qui était malade ou si on a soi-même expérimenté la maladie parce qu'on est porteur de drépanocytose, il y a beaucoup de projections qui sont faites à ces instants-là et ça vaut vraiment des consultations très longues et il faut prendre le temps de discuter et de poser les questions et de réfléchir ensemble. Les intérêts de cette consultation, c'est s'il n'y a pas de drépanocytose SS, vous êtes rassuré. En cas de diagnostic avéré, on pourra vous expliquer la maladie, ses conséquences et les traitements potentiels. On est quand même en 2024, on a fait des avancées majeures sur les 20 dernières années et particulièrement sur les 10 dernières années dans la drépanocytose. C'est une maladie avec laquelle on peut vivre. Et ensuite, il faut connaître qu'il y a une possibilité, si souhait de la mère, il faut savoir que juridiquement, c'est la seule décisionnaire, d'interruption médicale de grossesse en cas de fœtus porteur de drépanocytose SS. Pour éviter la maladie, on a le diagnostic préimplantatoire. Donc ça, c'est vraiment de la conception d'enfants par des techniques médicales. C'est la procréation médicalement assistée avec des techniques de fécondation in vitro. En fait, on va faire, nous, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule dans une boîte, dans un laboratoire. Et donc, un embryon va se constituer. On va prélever
une cellule de l'embryon à un stade très précoce, faire l'étude génétique. Si on trouve les mutations, eh ben, on va mettre ces embryons de côté et on n'implantera que les embryons qui n'ont pas la forme SS de la maladie. La limite, c'est qu'il y a peu de centres en France qui le font et que du coup, le délai de recours aux consultations peut être assez long. Et enfin, le dépistage néonatal, mais dont le docteur Castex parlera probablement dans sa présentation, c'est qu'en fait, on veut méconnaître aucun enfant. Pour les parents, à la maternité, on fait le test de Guthrie. On prend une toute petite goutte de sang sur le dos de la main de l'enfant. Et avec ce sang, on peut faire une électrophorèse de l'hémoglobine, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre du dépistage. Et donc, ça va nous permettre de classer les hémoglobines et de dépister des hémoglobines anormales. Ce qu'il faut savoir dans ce dépistage ciblé national, c'est que ça a commencé quand même en 81, en Guyane et en Martinique, pour se généraliser à l'ensemble des DOM-TOM en 92. C'est bien la première fois que les DOM-TOM ont bénéficié, avant la métropole, de services publics. En 1995, ça a été instauré en Île-de-France. Il faut savoir que 50% des patients drépanocytaires se trouvent en Île-de-France environ, en tout cas pour les naissances. Et en 2000, on a généralisé le dépistage ciblé à tout le territoire. Ça veut dire quoi, dépistage ciblé? C'est qu'en gros, c'est si l'enfant comment dire, s'il avait présenté des facteurs de risque, donc des cas de drépanocytose dans la famille, des patients, des parents afro-descendants, on avait tendance à faire le dépistage de façon ciblée. Les intérêts, c'était de faire une prise en charge précoce de la maladie avec un suivi spécialisé avant que les manifestations graves de la maladie apparaissent pour les enfants drépanocytaires SS. On sait que dans certains pays, le risque de décès, en fait, bon, ça c'est principalement dans les pays d'Afrique, mais on sait que le risque de décès, il est entre 50 et 80% pour les enfants en dessous de 5 ans, surtout à cause d'infections, pas forcément à cause de crises extrêmement graves. Et donc, c'est très intéressant de connaître ces enfants pour pouvoir les surveiller au plus près et les surveiller de très très près en cas d'infection, notamment avec des traitements les plus précoces possibles. L'intérêt aussi de ce dépistage néonatal, c'est de dépister de façon systématique les porteurs sains pour connaître le risque de transmission quand eux-mêmes, ils voudront devenir parents. Alors, la petite nouveauté, c'est que depuis le 1er novembre 2024, ce dépistage est généralisé à toute la population. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'oublie trop souvent et la dernière fois, je crois que monsieur Villot m'en a parlé lorsqu'on s'est rencontrés, c'est qu'en fait, ne serait-ce qu'en études de médecine, on parle pas beaucoup de la drépanocytose, mais ça reste la première maladie génétique de France. On a quand même actuellement 30 000 patients en France en 2020 et l'incidence et la prévalence continuent d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une mixité ethnique et des flux migratoires qui font que on augmente la population drépanocytaire et porteuse en France. À titre d'exemple, pour le dépistage ciblé, en 2009, c'était un nouveau-né qui était malade sur 2089 testés, donc dans cette population ciblée, bien sûr. Et en 2019, donc 10 ans plus tard, c'était un nouveau-né pour 1333 nouveau-nés testés. Donc on voit vraiment que cette incidence, elle augmente. Et ça a permis, entre 84 et 2019, de dépister 180 000 enfants AS, ce qui est quand même intéressant. Et je pense que le fait que ce soit généralisé, ça va nous permettre de capter encore plus de monde. Donc ça, c'est une victoire. Pour passer, on m'avait demandé de parler un petit peu également des indications et une consultation spécialisée quand on est AS. Alors, je sais que c'est souvent source de, comment dire, d'incompréhension, mais c'est pas qu'on ne veut pas vous voir, pas du tout. C'est qu'en fait, il y a des manifestations cliniques que les AS ne peuvent pas avoir, par définition. Donc, les formes, ce qu'on appelle hémolytiques, donc ça va être des patients qui vont faire des ictères, vous savez, quand les muqueuses, notamment les yeux, se colorent en jaune, ou des anémies hémolytiques par destruction aggravée des globules rouges. Ça, c'est quelque chose que les AS ne font pas. Les crises vaso-occlusives, les douleurs osseuses, ils ne les font pas non plus. Les priapismes, les ulcères de jambes et les autres infarctus que la rate. Ça, un AS, il ne peut pas le faire. Si le signe est présent, ça veut dire que le patient est probablement pas AS, en fait, qu'il y a eu un problème dans l'analyse de l'électrophorèse de l'hémoglobine, mais
heureusement, c'est très, très rare. Donc, ces situations sont exceptionnelles, vraiment. En général, nous, on va poser la question à votre médecin généraliste quand on reçoit une demande de consultation pour un trait de drépanocytaire AS. S'il y a des douleurs, par exemple, notamment les douleurs articulaires, qui ne sont pas les douleurs osseuses, il y a des patients AS qui traînent pendant des années des histoires de douleurs. On leur dit à chaque fois c'est votre drépanocytose, alors qu'ils n'ont pas de drépanocytose. Et on méconnaît des maladies autres qui pourraient être traitées. Et ça, c'est un vrai biais en fait pour la prise en charge de ces patients et c'est une perte de chance. Pour les manifestations possibles chez les patients AS, c'est très rare, mais vous pouvez avoir des infarctus spléniques d'altitude. Ça veut dire qu'en fait, vous nécrosez votre rate. Ça veut dire que une partie de votre rate meurt. Et ça arrive en général à plus de 3000 mètres d'altitude et en cas de déshydratation. Donc, en gros, évitez d'être Sherpa au Népal. Mais globalement, c'est extrêmement rare. Il y a certaines néphropathies aussi qui peuvent se voir dans les formes AS. Et la nécrose papillaire, donc c'est pareil, c'est une forme de mort cellulaire au niveau du rein qui fait qu'on urine du sang, en fait. Mais ça, ce sont des événements très, très rares. Et on a d'autres qui ont été rapportés, mais qui sont identifiés dans des études dont la méthodologie scientifique est discutable, notamment certains cas de mort subite ou de cancer. Donc, ce que je vous ai mis en rouge avec le conseil génétique, hein, le dépistage préconceptionnel, ce sont les indications à avoir une consultation spécialisée pour un patient qui est AS. Les autres, bah, ne le sont pas. Des douleurs chroniques, par exemple, si ce ne sont pas des douleurs osseuses et qu'on est sûr que vous avez fait une belle électrophorèse de l'hémoglobine, on est sûr que c'est AS, c'est qu'il y a probablement autre chose et on ne sera pas les meilleures personnes pour vous voir en consultation. Petit instant pub, du coup, j'en profite parce que c'est bientôt fini. Euh, j'ai rejoint récemment un groupe de travail sur la sexualité et la fertilité auprès de la filière MCGRE, qui est ouvert aussi aux patients. Donc, si pour les partages d'expériences, on a plusieurs axes de réflexion, comme vous pouvez le voir, notamment la procréation médicalement assistée et le sécos, ainsi que la sexualité quand on est drépanocytaire. Et apprendre aux médecins à en parler, parce que c'est pas, parfois on peut être gêné, tout comme les patients. Et donc, on est en train de travailler sur ça. Il y a des patients experts aussi qui sont dans ce groupe de travail et c'est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, les consultations de conseils génétiques qui sont ouvertes à l'Oncopole si vous avez besoin d'en parler. Merci à toutes, merci à tous.